Merci à vous d'être aussi nombreuses et nombreux. J'aurais presque envie de vous poser une question, mais que venez-vous faire ici quand il fait un temps aussi extraordinaire dehors, hein? Voilà. Quelle lumière venez-vous chercher ici que vous ne puissiez trouver dehors? C'est peut-être toute la question que pose la littérature, et en particulier les livres de Jeanne Benhammer, que je suis très heureux d'accueillir ici pour cette dernière conférence de l'année. Hein, voilà, quand même. Après cette question, une autre question, Jeanne. Quand on publie depuis longtemps des romans et que ces romans ont des milliers, des dizaines de milliers de lecteurs, que vient-on faire sur le territoire incertain du poème ? Alors, peut-être dire que si on vient chercher la lumière, on cherche aussi la ténèbre, parce que quand même, l'un ne marche pas sans l'autre. Donc, peut-être qu'on en parlera aussi, de la ténèbre, et que c'est intéressant de la mettre en regard de la lumière, justement, cette fameuse ombre dont on a besoin. Et puis, en fait, comme l'a rappelé la dame qui a fait le point d'introduction, les premiers textes publiés étaient des poèmes parce que c'est quand même bien le poème qui mène mon travail d'écriture depuis toujours. Et que ce soit dans le roman ou dans le théâtre ou même pour des articles plus théoriques, on va dire, c'est quand même ce qui mène mon travail, c'est la densité du verbe et tout ce que ça implique, les vibrations d'un mot. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus avec les textes, mais pour moi, le poème, c'est ça, c'est laisser à chaque mot toute sa vibration et savoir l'écouter et repartir après. Donc voilà ce que je vais chercher dans le poème. Merci. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Nous sommes en 1989, et comme effectivement, cela a été dit, eh bien, tu publies à ce moment-là ton premier livre, 1989, Naissance d'un écrivain, et le livre s'intitule Naissance de l'oubli. Est-ce que tu peux nous ramener brièvement à cette époque-là et à la rencontre importante que tu as faite d'un éditeur qui ne publiait à l'époque que des poètes? Oui, en fait, moi j'étais à Paris à cette époque-là et j'allais beaucoup dans une librairie qui était rue Racine parce que c'était une librairie où il n'y avait que des textes poétiques. Et donc j'aimais bien traîner par là, ouvrir des livres. Et à l'époque, j'étais prof de lettres et je n'avais rien publié. Et puis petit à petit, j'ai commencé à parler avec le vieux monsieur, il n'aurait pas aimé que je dise vieux, libraire Guy Chambellan, puisque c'était à lui, cette librairie. Et un jour, il m'a dit, je suis sûre que vous écrivez aussi. Et j'ai dit oui, comme ça, pour moi. Hein. Donc il m'a dit, j'aimerais bien voir, parce qu'en fait, je publie aussi. Je suis aussi éditeur. Et la rencontre s'est faite comme ça. Et donc j'ai appris, parce que je ne le savais pas, qu'il avait une maison d'édition où il faisait tout. Hein. Il imprimait, enfin, il faisait tout. Et puis il m'a dit que ça l'intéressait, ce qu'il avait lu, et qu'il allait le publier. Et puis après il m'a dit, j'ai des soucis financiers, je ne peux pas déjà publier. Moi j'y croyais pas. Hein. Je me disais, je me suis même dit à un moment, oui, il drague. Voilà, donc c'est une façon de... Hein, voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que non, que c'était quelqu'un qui avait envie qu'on aille déjeuner ensemble, mais pour me parler des poètes qu'il avait publiés, qu'il avait côtoyés. Et ça a été pour moi, vraiment, je garde de ces déjeuners un souvenir lumineux, parce que j'étais transportée dans le monde de mes lectures, mais lui, il les avait connus. Il avait connu les surréalistes, donc c'était vraiment extraordinaire d'être avec lui. Et puis un beau jour, il m'a dit, je suis sortie de mes soucis financiers et je peux publier. Et c'était donc vrai qu'il voulait publier. Voilà. Et puis après, c'est un monsieur qui ne voulait pas vieillir. Donc je te l'avais dit, il m'avait envoyé une lettre un jour qui contenait qu'une seule phrase, ne vieillissez jamais.
Voilà, il m'avait mis ma chère Jeanne, ou ma petite Jeanne, je ne sais plus comment il m'appelait, mais ne vieillissez jamais. Voilà. Alors je m'efforce, hein, mais les années passent, et lui a préféré arrêter. Il a choisi d'arrêter peu de temps après m'avoir envoyé cette lettre. Et du coup, sans même m'en rendre compte moi-même, moi j'ai arrêté de faire lire ce que j'écrivais. Les textes poétiques, je ne les ai plus montrés. Et après, j'ai publié en jeunesse, voilà, je suis partie en publication de romans, mais mes textes poétiques, ils étaient à la maison et je ne les montrais pas. Et il y a eu la rencontre avec Bruno. Voilà, ce sont des rencontres humaines, en fait, qui font les choses. Et on a parlé, c'était par Muriel Zac qu'on s'est rencontrés, la compagne de Bruno. Et voilà. Et du coup... Alors c'était 22 ans après eh ben oui. la rencontre avec, l'épisode avec Guy Chambellan. Oui. Mais c'est quand même un épisode, je reviens un peu en arrière, mais qui t'a laissé comme orpheline d'éditeur. Ben c'est ça. C'est ça que tu as ressenti. Oui, c'est vrai, parce qu'il avait pris une place, ce Guy Chambellan, très bourru comme ça et tout. Il avait pris une place qui était importante parce qu'en fait, il s'était mis en tête de me donner confiance dans le fait que j'étais vraiment un écrivain. Parce que moi, à l'époque, ben non, quoi, ça c'était réservé à d'autres, et moi, j'écrivais comme peut-être certains d'entre vous. Hein. Voilà. Et j'étais loin, même si c'est un rêve comme ça, mais j'étais loin de penser que ça pourrait se partager et prendre place dans ma vie de cette façon-là. Alors que lui, oui, il en était sûr. Ouais. Voilà. Tu nous as déjà dit beaucoup de choses sur ce qu'est le travail de l'écrivain, puis on entend bien aussi que l'éditeur, c'est pas simplement la personne qui appuie sur le bouton print. Hein, c'est pas simplement ça. C'est pas ça. Voilà. Non, on en attend tout cas, autre chose. L'éditeur, selon Jeanne Benhammer, ce n'est pas ça. Alors, selon Bruno Doucet non plus. Non hein. plus. Voilà, sinon ça ne marcherait pas. Alors, 1989, naissance de l'oubli. 2011, Notre nom est une île. En 2011, c'est le moment où tu publies un roman qui est, moi que j'adore, qui s'appelle Les Insurrections singulières, chez Actes Sud, qui va obtenir plusieurs prix littéraires et qui raconte au fond l'histoire d'un fils d'ouvrier qui va quitter l'usine où il n'a plus sa place et qui va devenir au fond, on pourrait dire, le chercheur d'or de sa propre existence. Il va réinventer sa vie, il va pour cela traverser l'Atlantique, partir vers un ailleurs et complètement, devenir l'artisan de sa propre transformation, on pourrait dire les choses de cette façon-là. Il m'a toujours semblé évident qu'il y avait un lien entre les insurrections singulières et ce petit livre, Notre nom est une île, que nous avons publié de façon presque concomitante. Hein. Il accompagne d'une certaine manière ce roman, et on a le sentiment aussi, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on travaille ensemble, on va présenter aujourd'hui 5 livres, et surtout le 5e, L'exil n'a pas d'ombre, mais à chaque fois on pourrait dire que la poésie est associée à un roman. Et elle le précède. Voilà. En fait, la poésie précède le roman, et c'est vrai que je me rends compte, alors tout ça n'est pas intentionnel, hein, bien sûr, mais ce sont des choses qu'on voit après coup, quand on regarde un petit peu de plus près comment on a travaillé. En fait, le poème annonce quelque chose aussi qui va se trouver dans un roman déployé autrement. Mais au départ, c'est la même question qui travaille aussi bien le poème que le roman. Et ça travaille de façon différente. Dans le poème, j'allais dire, le poème, je dis souvent, c'est le chiffre du roman, au sens de c'est la clé qui ouvre la porte du roman. Et le poème, il a été écrit bien avant. Mais à un moment, il y a eu besoin aussi chez moi de développer le questionnement par le roman, qui est une façon très horizontale de questionner, puisque là, il y a des personnages qui sont vraiment les émanations de
de tout ce que je ne peux pas mettre en acte dans ma propre vie parce qu'on est tenu à un corps, à un lieu, à un temps. Voilà, et le roman, lui, nous permet de développer toutes les facettes qu'on ne peut jamais développer à l'intérieur d'une même existence. Et ça permet de questionner, de regarder la question avec différents points de vue. Le poème, lui, il est beaucoup plus tenu. Vous voyez, j'ai le geste parce qu'effectivement, c'est ce qui me vient. Il tient vraiment dans le poing, quoi. Il tient dans la main, le poème. C'est vraiment le chiffre, c'est la clé. Et je me rends compte qu'effectivement, on se l'était dit ensemble aussi, chaque poème est la clé d'un roman qui a été publié après. Et donc celui-ci, il est la clé du roman qui va sortir en septembre, en fait, chez Actes Sud. On peut donner le titre Oui, il s'appelle « Ceux qui partent ». Voilà. Bon, l'exil est quand même au cœur de tes interrogations. Et c'est déjà le cas dans Notre nom est une île. Le livre se termine par un texte travaillé à la limite entre la prose et le vers, qui s'intitule « L'exil, le lien », où tu montres que nous sommes tous en exil du ventre de notre mère et que la question de l'exil est inhérente à la condition humaine. Il me semble. Voilà. Il me semble. C'est pour ça que ça me paraît toujours tellement fou qu'on ne puisse pas accepter mieux l'exil géographique acté des gens qu'on appelle les migrants, etc. Puisqu'on sait tous, par la condition humaine que nous vivons, même si on est franco-français, je ne sais pas si ça existe vraiment, je pense que non, mais français de souche, et on sait tous quand même ce que c'est que d'avoir été mis au monde, mis au jour, sorti d'un lieu. C'est quand même comme ça, la naissance. On sort d'un lieu où finalement on n'était pas si mal, hein. J'imagine qu'on y était même bien, et il faut aller dans le monde nouveau. On est un nouveau-né. Et moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre cette image-là pour se dire que tous les gens qui passent d'un pays à un autre sont ces sortes de nouveaux-nés qui arrivent là, quoi. C'est comme ça que je ressens les choses. Tu veux que je lise ? Oui, peut-être, parce que j'évoquais le lien avec le personnage des Insurrections singulières et son départ pour un lointain ailleurs. Mais le livre est aussi, Notre nom est une île, une invitation au voyage. Et j'ai envie d'entendre ce texte. Et tu veux qu'on aille jusqu'où ? Bon, quelques pages. Oui. Peut-être ajouter que, mais vous allez l'entendre, c'est une écriture qui est ciselée, sans emphase, épurée, je dirais presque parfait, presque jusqu'à l'os. On essaye, oui. De lourds navires à quai dans nos poitrines. Avons-nous navigué ? Qu'avons-nous vu du monde ? Tout reste à lire, nous le savons, dans l'herbe, dans le sable, sous le pied qui trébuche au caillou, sous l'algue. Il faudrait déchiffrer tout ce qui est offert, lire l'empreinte. Mais nous sommes nous-mêmes empreints et nous sommes ignorants. Où boire l'eau ? Où le troupeau ? Le berger dort, quelque part enfoui. Sous sa vaste pèlerine, il n'y a plus place que pour lui. Il serre l'étoffe fraîche contre ses genoux, il a froid. Vient le jour où le chien s'en va seul sur la route. Les points du monde se dérobent. À quoi vivions-nous donc ? Appuyés. Reste la terre et notre pas, incertain, sans lenteur, qui s'inscrit. Les étoiles incrustées sous la chair, il faut vautour et rage pour nous arracher un peu de ce qui brille. Et tant d'amour sans attente pour garder la lumière. Merci Jeanne pour cette lecture. C'est toujours
beau, cette façon d'entrer dans le souffle de quelqu'un, par la poésie. La poésie, il faut vraiment l'entendre, il faut la partager. Je l'ai souvent dit ici, mais là, on s'en rend compte encore davantage. Cette lumière a conservé la trace des pas sur la terre, le chien qui part quelque part seul sur la route, mais aussi ces lourds bateaux à quai qui vont larguer les amarres. Tout cela, nous le retrouverons dans d'autres recueils. Chaque mot évoque pour toi sans doute des souvenirs personnels, mais aussi des souvenirs d'écriture. Je voudrais, avant de parler de la géographie absente, que l'on évoque ce petit livre, Il y a un fleuve, paru en 2012, donc un an après Notre nom est une île, qui est un livre travaillé comme souvent chez toi à la limite entre la prose et le vers. D'ailleurs, on passe beaucoup de temps à réfléchir ensemble aux coupes de souffle, à la manière dont on va arrêter la ligne, à la présence des blancs typographiques. Toutes ces questions, on se les pose tout le temps lorsqu'on travaille sur un recueil. Ce rapport entre le vide et le plein, entre le noir de l'encre et le blanc de la page, on est toujours un peu dans ces interrogations-là. Mais nous avons aussi affaire à un texte, il y a un fleuve qui met en scène un personnage, Il, qui est en quête, qui est parti, qui remonte un fleuve pour atteindre une impossible source. C'est pour atteindre la mare d'eau de boue. Boue, B-O-U-E. Et en fait, j'ai dédié ce texte à Claudie Cachard, qui était ma psychanalyste à l'époque, qui est morte maintenant il y a 3 ans, bousculée par un cyclomoteur qui ne s'est même pas arrêté. Et voilà comment une existence peut s'arrêter, une existence riche et intelligente et sensible et tout ça. Et j'ai fait ce travail, cette lente remontée, c'est vraiment le travail analytique que j'ai fait avec Claudie Cachard et qui a fait remonter plein d'images. Et dans Il y a un fleuve, je me suis rendu compte, pas au début, c'est toujours pareil, pas au moment où j'écrivais, parce que ce serait terrible de savoir ce qu'on écrit au moment où on l'écrit, mais après, je me suis rendu compte que ça avait à voir avec tout ce travail que j'avais fait pendant des années pour remonter le fleuve, le mien. Et dans Il y a un fleuve, c'est un homme qui est seul et qui marche le long d'un fleuve et qui essaie de remonter jusqu'à l'origine, en fait. Et donc, il y a toutes les images qui sont là, et puis il y a des choses qu'on voit aussi qui sont de l'autre côté du fleuve, qui passent, on ne sait pas trop si c'est un rêve, ou si ce sont des visions intérieures, ou si ce sont vraiment des choses qui passent et qu'il voit, comme dans une brume. Et voilà, c'est un texte un petit peu à part. Et ce qui m'est venu, c'était quand même le masculin pour l'écrire. Je voyais un homme et je pense que ça, c'est lié aussi à des choses que j'ai vues quand j'étais très enfant, où il y avait comme ça, dans la petite ville où nous habitions, à l'extrême sud-est de l'Algérie, à la frontière tunisienne, il y avait comme ça quelquefois des hommes qui passaient, on avait l'impression qu'ils venaient de nulle part et qu'ils allaient nulle part, et qui traversaient. Enfin, moi j'ai ce souvenir-là, de quand j'étais enfant, de ces hommes qui m'intriguaient beaucoup, parce qu'on voyait que c'était des voyageurs, ils n'appartenaient pas à la ville, et pour autant, on ne savait rien, on ne savait rien d'autre, si ce n'est qu'ils traversaient. Et je pense que ça, c'est une image qui est restée longtemps. Alors maintenant, moi j'habite près de l'Atlantique depuis très longtemps, et il y a cette image aussi des marins. C'est aussi, voilà, on a aussi des gens qui passent comme ça, qui sont des voyageurs. Oui, et puis les personnages passent dans l'œuvre du romancier de la même manière. Oui. Et ils sont eux aussi en quête d'une source
innommée ou innommable, mais qui n'est pas une source d'eau claire. C'est ça qui est frappant. Non, non. Et cela nous est donné dès le départ de ce recueil. Les premières lignes, l'homme a détourné son regard. Depuis quand a-t-il commencé à marcher à partir de la mare d'eau de boue de la naissance du fleuve? Au départ, il y a cette opacité. Il y a la boue et pas l'eau claire. Il y a ce que tu as appelé au début de la rencontre la ténèbre. Oui, c'est ça. Moi, j'y tiens beaucoup parce que je me méfie beaucoup du trop de clarté. Ça sent le mirador qui éclaire tout. J'aime pas trop ça. J'aime bien qu'il puisse y avoir des zones d'ombre, qu'on ait droit au secret, qu'on ait droit à ne pas toujours être exposé tout le temps, en permanence. Le grand panoptique, c'est quand même horrible. Je pense que quand on est en prison, c'est la pire des choses. C'est d'être soumis au regard par le Judas, un regard qui peut être constant sur qui vous êtes, sur votre propre corps. Et ça, ce sont les restes du métier de mon père qui m'ont appris pas mal de choses. Et je crois beaucoup qu'un être humain a profondément besoin de l'ombre. Parce que c'est là aussi qu'il y a des choses qui vont pousser tranquilles, sans qu'on les voie, et on choisira après de les partager ou pas, à la lumière, avec les autres. Mais si on n'a pas cette ombre-là pour que les choses puissent croître tranquillement quelquefois, eh bien on peut perdre bien des pousses et bien des semences qui peuvent se perdre, parce que trop de lumière tue. Et je trouve que dans ce monde où nous vivons, on essaie quand même un peu tout le temps de nous mettre sous le regard, dans la lumière, tout le temps, comme si on ne pouvait pas avoir droit aux balbutiements, aux erreurs, à la ténèbre, à toutes ces choses imparfaites qui font de nous ce que nous sommes, des êtres humains. Donc je tiens beaucoup à ça, et il me semble que quand on écrit, c'est justement là-dessus qu'on est. On puise dans ce qui peut paraître être de la boue, on va au charbon, c'est le cas de le dire, et puis c'est toutes ces choses opaques à l'intérieur de nous qu'on prend le risque de laisser remonter, de regarder, et il n'y a que celui qui écrit qui peut aller regarder dans sa propre opacité jusqu'où il peut pour essayer de donner forme à ces choses pour qu'on essaie de les partager. Et après, le lecteur, c'est celui qui va accepter ou pas, parce que le lecteur, il a le droit de fermer le livre, et ça, c'est bien. Il va accepter ou pas de faire le voyage à son tour, mais parce que déjà quelqu'un l'a fait. On peut traverser les mers les plus difficiles, on peut grimper les montagnes les plus difficiles si on a un bon guide, s'il y a quelqu'un qui le fait avec nous et qui témoigne qu'il l'a fait déjà, que c'est possible de le faire. Alors celui qui écrit, il témoigne qu'on peut y aller, puisqu'il l'a fait, il l'a écrit. Donc celui qui lit peut s'aventurer. Après, il y a des affaires de goût, etc., qui font que l'aventure, on la mène jusqu'au bout ou pas, mais au moins on sait que c'est possible. Voilà. Et donc, moi, je pense que mon travail d'écriture, il est là. Il se fait comme ça, à partir de la mare d'eau, de boue. Une mare, c'est petit. Il y a l'eau, il y a la boue, mais c'est avec tout ça que les plantes poussent et que des petits poissons peuvent trouver aussi leur vie. Alors certains écrivains, des poètes en particulier, notamment les surréalistes que tu as évoqués à propos de Guy Chambellan, eux exploraient les espaces du dedans, sondaient ces grandes profondeurs de l'âme ou de la psyché humaine. Toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt ce qui est en amont du fleuve de nos vies. Il y a cette réflexion sur les origines, sur peut-être ce qui précède la vie, mais aussi les premiers temps de vie
qui nous échappe, dont la mémoire nous est en quelque sorte dérobée. Donc il y a ce retour en amont, et puis il y a ce moment où, dans la vie d'une petite fille, tu as 5 ans, quelque chose va se passer, qui est le départ, et quelque chose que tu racontes dans ce petit livre. Ce sont des petits livres, hein. La géographie absente, qui est un livre en plus qui est presque travaillé par le vide, hein, puisque seules les pages de droite sont imprimées, comme s'il y avait une part de silence, de non-dit, de mystère. Oui, il y a tout ce qu'on ne sait pas, qu'on laisse. Moi, il y a ce que je sais. Avec le temps, j'arrive à en écrire quelque chose, du questionnement qui a été, et qui est toujours d'ailleurs le mien, hein, qui vient de ce moment où je disais tout à l'heure que tout être humain connaît le premier exil du ventre de la mère. Alors disons que le mien a été redoublé par un exil terrestre, géographique, qui a été le moment où on a été obligé de quitter donc notre maison et le pays où on vivait, et de le faire brutalement. Voilà, c'est surtout ça, je crois. C'est quand les choses se préparent et que c'est une décision familiale, etc., c'est très différent. Là, c'était une question de vie ou de mort, il fallait partir, alors on part. Voilà. Et puis, à partir de là, on se demande qu'est-ce qu'on emporte, qu'est-ce qu'on peut emporter dans des cantines. Il faut faire des choix, et voilà. Et donc, quand j'étais petite fille, j'ai assisté à ça. Comme j'étais petite, on ne me racontait pas tout ce qui se passait, mais j'observais, je voyais et je ressentais. Donc, les questions, elles ont pris tout d'un coup une espèce de force, une acuité qui me poursuit. Puisque je travaille encore sur l'exil et le roman va travailler sur la migration des Italiens en Amérique. Enfin bon, voilà, c'est quand même des choses qui nous fondent et qui me questionnent. Et la question de la langue, elle est vraiment au cœur de ma propre vie, puisque mes parents n'étaient ni l'un ni l'autre de langue maternelle française, et que moi je me demande encore ce que c'est une langue maternelle. Je ne sais pas trop, puisque j'ai parlé français tout de suite, mais j'ai entendu l'arabe et j'ai entendu l'italien beaucoup avec ma mère très petite. Et ben ces langues, même si je ne les parle pas, je continue à ne pas les parler, elles existent. Et je me demande si mes langues maternelles, elles ne sont pas dans ce silence-là, en fait. Nous restions bouche bée, orphelins d'une langue qui se dérobe. C'est ce que tu écris dans La géographie absente. Peut-être on peut entendre un passage de ce recueil. Le mot recueil n'est pas d'ailleurs très approprié. Non, c'est pas un recueil, non. En fait, c'est un texte. Oui, moi je dis toujours un texte. Enfin, je me creuse pas la tête pour trouver l'étiquette juste. En France, on met beaucoup quand même d'étiquettes, poèmes, romans, récits, etc. Il y a des pays où c'est plus libre et souple. Alors moi, je m'en sors en disant le terme recueil voudrait dire qu'il y a différents poèmes. Oui, alors qu'en fait, non. Leur sens propre, leur autonomie, alors que finalement, tous les livres que tu écris sont de longs chants ininterrompus, où continuité et rupture se jouent entre elles en permanence. Ou la carte de l'absence, il a fallu partir. Relief, plaine, collines et hauts plateaux. Les cartes murales de nos salles de classe ne gardaient sous le ventre que peinture écaillée. Nous étions pauvres de pays. La craie au fond de la gorge, la poussière blanche pour remplacer l'ocre des chemins, nous ne savions pas voyager. Les yeux contraints à découvrir. Chaque chose était nouvelle. Et pour la première fois, nos mères portaient au front un souci qui n'était pas le nôtre.
personne pour nous apprendre ce qui fuit. L'exil est une vaste terre. Comment trouver la forme de ce qui n'a plus la limite familière? Merci. 2014, tu entreprends à La Rochelle un travail avec un plasticien, Rémi Pollack, dont on peut d'ailleurs voir une œuvre monumentale en plein centre de La Rochelle, il me semble. Hein, oui, oui. Oui, c'est sur c'est face à la mer, en fait, face à l'océan. C'est un homme poisson. Voilà, un homme poisson. Un homme poisson, un homme oiseau, on ne sait pas trop. Alors, Rémi Pollack, lui, c'est un homme pierre, un homme métal, un homme bronze qui travaille des matériaux archaïques, lourds, et qui essaye de faire naître la légèreté du poids extrême. Oui. Avec des figures en déséquilibre. Il t'invite un jour à voir le travail de la fonderie. Et tu trouves ça impressionnant. Ça te laisse un peu bouche bée aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il avait commencé par me demander, il m'avait dit qu'il faisait une série de petites statuettes, est-ce que je voudrais écrire pour les statuettes? Et ma réponse avait été non, parce que j'écris sur ce qui m'est nécessaire et intime, et pas à partir du travail des autres. Et donc, voilà. Et puis, comme c'est quelqu'un qui, quand il a une idée en tête, il la poursuit, il m'a invité effectivement à voir une fonte, à assister à la fonte. Et là, j'ai vraiment vu ce que c'était que le travail de la matière en fusion. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et j'ai dit oui, et je m'en suis bien portée de faire ce travail-là. Mais là, c'est un peu comme rentrer dans la caverne d'Héphaïstos, quoi. Ah ben là, c'était... oui, c'était... Le feu primaire, une puissance de création qui... C'est vraiment pas mon élément, le feu. Voilà. Hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'eau. Le feu m'a fait très peur, très longtemps. Et je m'en approche pas beaucoup. Et là, j'étais tout d'un coup au cœur même de ce qui se passe grâce au feu avec la matière. Ça m'intéressait. Comment on transforme la matière? Et là, c'était une transformation qui me laissait bouche bée, et j'avais envie de m'approcher de cette chose-là. Et puis ce que tu as très bien dit, c'est que Rémi, avec cette matière extrêmement pesante, il travaille beaucoup le bronze, il réussit à faire des choses où on a l'impression que c'est en suspension, que ça vole. Donc c'est quand même un paradoxe intéressant. Alors, ce sont des figures en déséquilibre, mais qui, en dépit de leur poids, aspirent à l'envol. Oui. Hein, on peut dire les choses ainsi. Et Rémi Pollack a fait quelque chose de très astucieux. Il est passé du bronze, donc de la matière en 3 dimensions, à des gravures. Oui. Et il t'a laissé les grandes marges blanches de ces gravures. Ben, il est venu, et c'était un beau cadeau. Hein. La gravure, il s'y est remis, parce qu'en fait, il avait lâché ça depuis fort longtemps. Il s'y est remis pour que je puisse mettre mon écriture quelque part, parce que évidemment que sur les statuettes c'était pas possible, donc c'était forcément à côté. Et comme il avait envie que ça soit vraiment conjoint, commun, il est allé vers la gravure en me laissant effectivement de l'espace dans les gravures pour que je puisse écrire les poèmes directement sur les gravures. Voilà. Alors là, par exemple, Ça, vous avez sous intéressant. les yeux une gravure qui s'intitule Les Joyeuses. Ah ouais. Les Joyeuses, le format de la gravure, c'est 50 par 40 cm, vous voyez, donc c'est pas très grand, mais avec de grandes laisses blanches sur les côtés, sur lesquelles tu es venu, au fond, commencer à calligraphier des poèmes. C'est ça. C'est C'est-à-dire... pas encore un livre, hein, mais... Non, parce que en fait, nous, toute cette traversée, elle s'est faite pendant à peu près 3 ans. Et l'idée du livre, elle est arrivée vraiment à la fin. Parce qu'au départ, c'était vraiment à partir des sculptures que moi j'écrivais. Et puis on discutait beaucoup, parce que lui, en les faisant, il avait une idée en tête, mais moi, ce que je voyais, c'était autre chose. Donc on a beaucoup marché, beaucoup parlé. On se voyait tous les jours pour travailler et échanger comme ça sur ce qui se passait. Au bout d'un moment, il y a eu aussi des sculptures qui sont arrivées à partir de ce que moi je disais. Donc le rapport s'est inversé.
Et puis, il y a eu les gravures. Et puis, il y a eu finalement Le livre. l'idée du livre. Hein. Et ça, c'était grâce à toi. Peu à peu. Alors, Oui. pour l'instant, nous en sommes encore au personnage étrange de Rémi Pollack. Là, par exemple, c'est la femme qui chevauche le temps. Oui. La femme qui chevauche le temps. Oui. Ah oui, oui, il a des... On ne sait pas très bien d'où viennent ces personnages, hein, des contes, de la mythologie. La mythologie, beaucoup. Il avait fait un voyage en Grèce qui l'avait beaucoup frappé. Il s'était beaucoup plongé là-dessus, là-dessous plutôt, je devrais dire. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était de dégager des archétypes qui mènent nos vies où qu'on soit. Et voilà, on a travaillé là-dessus. Alors, poursuivons. Personnage. Ça, c'est le passage. Le passage. C'est celle qui passe à travers le cerceau. Ouais. Mais là, on comprend quand on voit cela que c'est pu te parler. Hein. Oui. Ce personnage, on a l'impression que tout autour de lui, il y a des traces dans le sable. Ou bien La danseuse. La danseuse. La danseuse avec son reflet par le pied, par le bout du pied, oui. Ou bien encore... Ah, ça c'est l'homme au livre sur la tête. Là, on ne voit pas bien, mais en fait, ce sont des lettres. Et lui, il a subi beaucoup de transformations. Parce qu'au départ, il avait vraiment fait une sorte de livre comme ça qui était ouvert. Et moi, je trouvais que c'était pas ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, c'est en ouvrant carrément, comme ça, toutes les lettres, là, c'était plus intéressant. Ça, c'est à nouveau la même. Ah non, pardon, ça, c'est l'homme qui cherche les empreintes, les traces. Voilà, l'homme qui cherche... Les traces pour marcher. Pardon. Je reviens, voilà. L'homme qui cherche les traces pour marcher. Alors, chacun de ces personnages préexistait à tes poèmes, oui. Mais ils sont devenus des poèmes, un récit et des poèmes. Et tu leur as donné, au fond, une autre vie par la poésie. Est-ce qu'on peut entendre le texte qui s'intitule « Dans les traces » ? Tu cherches des traces pour border ta vie, quelque chose qui limite le chemin, te permette d'avancer. Toi, entre le ciel et la terre, tu as toujours été appelé, là, là-bas, ici, et encore sur l'autre berge, plus loin, où ? Entre ciel et terre, il n'y a pas de lieu inscrit. Il faut chercher, encore et encore. Si tous les lieux se valent, alors pourquoi choisir ? S'en remettre aux empreintes qui encordent et disent une route, les seuls vrais liens, ceux que les hommes et les femmes qui marchaient ont laissés sur la route et dans l'air. Tu cherches, trouver invisible, l'empreinte d'une main où poser la tienne, d'un pas où mettre le tien. Tu apprends lentement la confiance dans les traces de ceux qui ont disparu. Tu apprends lentement la confiance dans les traces de ceux qui ont disparu ou dans les traces de celles que tu suis. Eh oui, ça nous amène. Hein. La transition est simple et très évidente. Est-ce que tu as pensé à ce texte en écrivant « L'exil n'a pas d'ombre » ? Je ne pense pas, moi. Non. Non, mais je le dis comme ça, mais c'est vrai. Quand je travaille, je ne pense pas. Je pense après. Oui, puis c'est pas avec des idées qu'on écrit des romans et des poèmes, c'est avec des mots. Oui. Sinon, on devient philosophe ou sociologue. Quand je me mets à penser, ce que je vais écrire ne sera pas intéressant. Ça va être intentionnel, il va y avoir de l'intention et je vais vouloir expliquer quelque chose, etc. Et quand je relis, je me dis, ça ne va pas du tout. On ne ressent rien. Donc c'est vrai que je m'efforce de ne pas penser. Après, oui, tu vois, c'est drôle parce que tu m'avais demandé dans les textes qu'est-ce que je pouvais lire et je suis allée tout de suite à celui-ci. Et bien sûr qu'il est en lien direct avec L'exil n'a pas d'ombre, mais que bien évidemment, quand j'écris l'un ou l'autre, je ne pense pas au lien qu'il y a entre les deux, je les vois après.
Je les vois après. D'autant plus que L'exil n'a pas d'ombre a été écrit avant, en fait. Parce que tout ça n'est pas forcément chronologique. Il y a la chronologie de la publication et il y a la chronologie de l'écriture. C'est pas la même. Oui, et d'autant aussi que certains textes ont une histoire qui leur est propre avec des une chronologie bouleversée. Par exemple, L'exil n'a pas d'ombre a d'abord été écrit pour être Pour le théâtre. joué au théâtre Oui. par Jean-Claude Gall, au théâtre du Petit Vélo à Clermont-Ferrand. Et cela remonte quand même à quelques années déjà. Ah oui, ça fait une dizaine d'années. Et en fait, je dois beaucoup à Jean-Claude Gall parce que en fait, c'est lui qui n'a pas cessé de me dire mais pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ce texte en publication? Beaucoup de gens me le demandent, on ne l'a pas. Et je disais oui, 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 comme je peux dire quelquefois. Et puis non, je ne le donnais pas. Je pense qu'il fallait que la géographie absente soit sortie pour que L'exil n'a pas d'ombre puisse trouver sa place. Et puis il y avait eu le petit roman-poème qui s'appelle L'enfant qui, chez Actes Sud, qui a à voir aussi avec tout ça. Et donc les choses, elles ont un temps intérieur aussi pour la publication. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a fini un texte, enfin moi du moins, c'est pas parce que j'ai fini un texte que je vais le publier tout de suite. La preuve. D'ailleurs, L'exil n'a pas d'ombre dans le travail de préparation de cette publication. On rappellera simplement que le livre vient de paraître. Eh bien, il a un peu changé de forme. Il a changé de forme. Il s'est beaucoup verticalisé, ce texte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a repris ce qui était, moi, mon écriture première pour ce texte-là, qui était l'écriture du poème. Après, pour que Jean-Claude puisse... Jean-Claude Gall, donc, pour qu'il puisse le travailler sur le théâtre, il a pris une autre forme, et en particulier parce que c'était un texte qui devait être joué, et qu'il l'a été, avec des comédiens professionnels et des chœurs d'adolescents qui travaillaient aussi sur ce texte-là. Donc ça donnait lieu à une autre mise en forme. Et puis là, on a pu revenir, et du coup... On a travaillé vraiment beaucoup, comme j'aime beaucoup ce que disait Bruno tout à l'heure. On a travaillé les coupes de souffle et je me suis rendu compte plus finement en travaillant pour cette publication du souffle du personnage féminin et de celui du personnage masculin, qui ne sont pas les mêmes et qui donc se marquent différemment dans les pages, en fait, ça se voit. Est-ce qu'on peut raconter le propos de ce long poème, qui est aussi un récit, qui est aussi une fable sur le sens de la vie, un conte, un récit initiatique, c'est tout ça à la fois? Oui, c'est tout ça à la fois. C'est une femme... Quand on la voit, c'est-à-dire quand on l'attrape là au début, elle vient de quitter son village parce que dans ce village, on a déchiré son livre. Et donc, elle a estimé à partir de là que ça n'était plus possible de vivre ni dans sa maison, ni dans son village. D'ailleurs, elle se demande si on a brûlé sa maison. On a déchiré sa vie, en fait. Oui, on a déchiré tout ce qui fait pour elle le sens profond de l'existence. Donc, elle part, et elle part dans le désert. Elle marche. Elle ne sait pas où elle va. Mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne peut pas rester, qu'il faut qu'elle parte. Et il y a un homme qui la suit, qui est un homme du village, qui avait une place particulière dans le village, on peut dire marginale. C'est un homme qui ne parle pas, qui était allongée près du puits, qui l'avait remarqué, cette femme qui lit, parce qu'aucune femme ne lit dans ce village, et qui lui a ramassé les morceaux du livre déchiré. Et il la suit quelque part pour la protéger. Il a décidé qu'il fallait qu'elle soit protégée, donc elle ne sait pas qu'elle est suivie par cet homme, et lui ne parle pas, ne lit pas, ne sait pas déchiffrer l'alphabet. Par contre, il sait déchiffrer les signes du ciel, de la terre. Voilà, il y a cette marche qui dure des jours et des nuits, et ils finissent par se rejoindre. Voilà. Le désert est à lui seul un personnage. Hein. Oui.
Ah oui, moi j'aime bien le Si j'avais désert. découvert ce texte il y a 15 ans, à peu près, lorsque je suis venu faire ici premier cycle de conférences sur le désert, eh bien j'aurais eu très envie d'en publier des extraits dans le livre des déserts. Hmm. Et oui, Et- entre Edmond Jabès et Jean-Marie Leclésio, Hmm. il y a des passages qui me font penser au Artani de Désert de Leclésio, ce roman publié en 1980, ou même peut-être à Lala, le personnage féminin de Leclésio. Je suis sûr que tu n'as pas du tout pensé à ça. Non. Non, en écrivant. Non. Ça c'est sûr. Mais oui, c'est... Mais il y a à la fois une lenteur. C'est un livre assez bref, mais en Toujours, même oui. temps, c'est un livre lent. On va l'amble des caravanes. Hein. C'est ça. On avance au pas humain dans le sable. En fait, c'est le pas du questionnement. Mm. C'est-à-dire qu'elle marche, elle se questionne. Parfois, elle est dans l'éblouissement du désert, dans la fatigue, l'épuisement. Et puis reviennent les questions et se demander qu'est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'on apprend quelque chose là en marchant? Est-ce qu'on apprend quelque chose en se questionnant? Ou est-ce qu'on apprend rien? Et est-ce que une fois que la nuit est passée, on se rend compte le matin que dans le fond, on n'a rien appris de la nuit, ni du jour précédent? C'est une de mes grandes questions que je vous livre. Voilà. Est-ce qu'on apprend vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Voilà. Et donc, on marche au rythme de ce cheminement et finalement, c'est l'évidence qui s'impose. Alors, est-ce qu'elle vient une fois qu'on s'est suffisamment questionné pour lui faire de la place? Parce que ça pourrait être ça, le désert. Hein. C'est faire de la place pour que l'évidence puisse nous frapper comme une épiphanie, finalement, une grâce qui arrive à un moment. Est-ce qu'il faut pour ça cheminer, se questionner beaucoup, aller jusqu'à l'épuisement du questionnement dans le désert? Peut-être. Voilà. En tout cas, le désert est le lieu de la traversée. Oui. Il se confond avec la traversée, et il prend tout son sens par la traversée, avec un point de départ et un point d'arrivée. Ben, j'ai eu beaucoup de chance dans l'exil forcé là, qu'on a vécu, c'est qu'on s'est retrouvés au bord de l'Atlantique, donc, alors qu'au début, c'était pour moi très gris et très froid, tout ça. J'ai quand même retrouvé le sable, qui n'est pas le même, mais c'est quand même le sable, et ces grandes étendues où on peut marcher. Et puis, petit à petit, cette présence aussi de l'océan qui est un autre désert, qui est un désert mouvant, avec un autre horizon. Et ça c'est là, c'est à la fin du texte, on est devant l'océan, quoi. Donc, le désert mène à ça aussi. Tu parlais d'épiphanie tout à l'heure, mais la rencontre entre elle et il, puisque leurs noms ne sont pas donnés, s'effectue à la fin du livre devant la mer. Oui. Ben oui, c'est bien, je trouve. J'aime bien, je dis, c'est moi qui l'ai écrit, et je dis, c'est bien. Non, ça me plaît, on va dire, voilà. Une affaire d'évidence qui me plaît beaucoup. Et l'histoire de ce couple advenu au bord de la mer est une mer à traverser. Mais ça, ce n'est pas écrit. C'est la dernière C'est vous page qui le blanche dites, du livre. Bruno, hein? Oui. Est-ce qu'on peut entendre Oui. un passage de ce livre? Est-ce que tu as choisi? Ah non, je n'ai rien choisi du Tu tout. n'as rien J'ai choisi. juste envie de l'entendre. Et pendant que tu choisis le passage, on peut peut-être dire donc que le livre est sorti au tout début du mois, le 7 février, il y a 3 semaines, hein, et que c'est un livre qui a déjà vécu toute une vie, hein, en quelques semaines. C'est vrai. Il y a une communauté de lecteurs qui se forment autour de ce livre, et le livre apporte de belles choses. J'écris mon nom, le premier mot que j'ai su écrire. J'écris mon nom avec soin.
Je me sens moins seule de tracer les lettres dans la poussière. Je sais que le vent les balayera. On n'attend rien d'un nom écrit dans la poussière. Mais j'écris, et la force me vient de l'écriture même. Depuis que je suis partie, je n'ai rencontré personne. On me l'avait dit, si tu pars dans les signes, tu seras seule, tu n'en reviendras plus, tu seras perdue. Les femmes font des enfants. Les seuls signes qu'elles ont à déchiffrer sont la faim et la soif de leurs petits, le chaud et le froid pour le corps de leurs petits. Elles ont à faire beaucoup et bien. Les tâches de chaque jour délimitent chaque jour et c'est un bonheur. Chaque nuit qui arrive est alors un repos. Moi, je ne veux pas que le jour soit plein avant même que d'être. Je veux que chaque jour soit neuf et j'attends tout de la nuit, tout. Je nourris ma journée de rêves et j'espère en le sommeil. Quand mes paupières se ferment, j'espère. Oh, que la nuit m'apporte la vérité qui manque au jour, que quelque chose se révèle. J'ai abandonné les tâches de chaque jour. J'ai trahi mon corps de femme. J'ai regardé sans envie le ventre rond des jeunes villageoises, mais mon corps à moi, je le sens, il brûle, il est vivant, d'une autre vie. Sous ma peau, mon sang bat, fort, fort. Personne ne me fera croire que ce n'est pas une joie. Et si c'est cette joie-là qui me porte, moi, sur terre, qui me permet de peser mon poids de femme sur terre, c'est la vie des signes que je porte en moi. Ils ont déchiré mon livre, mais tous les signes qui vivent en moi, personne ne peut y toucher. C'est ma liberté, entière, secrète. C'est la liberté de chacun qui veut bien tenter l'aventure. Que l'on soit homme, femme, qu'importe, les signes se donnent à celui qui veut bien les accueillir, tout au fond de lui, et les signes nous transforment. C'est cela, le bonheur de chaque jour. On continue. Mon livre a ouvert en moi des espaces inconnus. J'ai écouté résonner chaque mot jusqu'au fond de mes os. J'ai vu des choses que mes yeux ne peuvent pas voir. C'étaient les images que chaque mot apportait avec lui. J'ai été ravie, oui ravie au monde des taches pleines du village. Quand j'allais chercher mon eau au puits, mes yeux étaient loin. Je rêvais, c'était les mots. Je me découvrais, neuve aussi, et neuf mon regard sur chaque chose quand je revenais de mes rêves. C'est cela, vivre. Ils n'ont plus voulu de moi. Je marche. Je me suis retournée, j'ai craché sur les pas qui me séparaient de mon village. Je ne retournerai jamais. Quand j'ai regardé une dernière fois mon village, j'ai cru apercevoir une silhouette furtive, familière, mais il n'y avait personne. Parfois, je repense à la silhouette. Est-ce mon ombre qui est restée là-bas ? L'homme s'est levé. Il a pris une pierre dans une main et l'a lancée en l'air. Sans hâte, il l'a rattrapée, il a recommencé, une fois, une autre, encore. Puis il s'est assis. Il regarde la pierre. Est-ce qu'elle est plus légère d'avoir été lancée ? Est-ce que si on la repose dans le sable, on voit à quelque chose de neuf que cette pierre-là n'est plus la même, n'est plus comme les autres ? Elle a été lancée. La voix de l'homme questionne. La voix de l'homme est douce et grave. Toi, la fille qui a tout quitté, est-ce que tu es différente des autres filles parce qu'un jour tu as compris les signes ? Tu marches et ton corps est un corps de femme. Tu danses, parfois je le sais, et ta danse est une danse de femme. Tu pleures aussi. Les larmes sont les mêmes pour tous. Elles coulent des yeux des hommes, des yeux des femmes, ce sont les mêmes. Les signes, c'est si une femme ou si c'est un homme qui les écrit, qui voit la différence ? Quand j'étais un enfant, petit, très petit, j'ai vu un jour des signes tracés sur le chemin. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire, mais je suis revenu le soir et ils étaient toujours là. Je n'avais personne à qui demander. J'étais devant le mystère. J'ai aimé le mystère.
Je suis revenu le lendemain, quelqu'un était passé par là. Les traces de pas avaient effacé une partie de ce qui était tracé. Le mystère avait pris une autre forme, mais c'était toujours le mystère. J'ai pris l'habitude de venir m'asseoir là tous les jours et d'attendre. Je voulais voir qui avait tracé les mots dans le sable. Personne n'est jamais venu. Les signes se sont effacés peu à peu. Le mystère est resté enfermé dans ma poitrine. J'aurais voulu juste m'asseoir et voir la main qui écrit dans le sable. Peut-être, de voir juste la main écrire, j'aurais compris quelque chose du monde et des autres. Peut-être, je te suis, toi, femme, qui as tout quitté, parce que je veux voir ta main tracer les mots dans la poussière, juste cela. Tu ne sais pas que je suis là derrière toi. Je suis entre le village et toi. Parfois, j'ai envie d'apparaître dans la lumière et de te dire que je suis là. Je suis, moi, celui qui t'a suivi. Je suis celui qui protège ta route. Personne d'autre que moi ne te suivra. Personne d'autre que moi ne saura où vont tes pas. Tes traces sont légères dans le sable. Ton pied à toi n'efface rien. Et je voyais, par transparence, ça vous ne pouvez pas le voir, mais une forme, la C'est transparence marrant. du papier, tu la vois, Oui. avec la disposition des La textes sur l'autre disposition. page. Eh bien, je voyais, j'étais troublé, comme une forme humaine dans le désert. C'est la force de la littérature. Hein. Et de l'imaginaire de Bruno. Oui, c'est beau ça. Ces personnages, ils, elles, tu donnes peu de choses sur eux. On ne sait rien de leur passé, hormis ce que tu as raconté. Et pourtant, on referme le livre et on le sent probablement, même lorsqu'on écoute quelques pages comme on vient de le faire, eh bien, on sent que ces personnages nous appartiennent ou qu'ils sont en nous. Bah, c'est-à-dire que moi, j'en sais pas plus, en fait, que ce que je dis là. Ce sont des émanations pour moi. C'est toujours pareil. C'est quand j'écris, je peux pas dire que je les vois parce que ce serait faux. Je les sens. C'est différent. Je les sens. Voilà. Je les entends et je les sens. Et c'est peut-être avec les mots que j'essaie de les voir. Peut-être c'est en écrivant les mots que j'essaie de les voir, oui. Alors qu'au départ, c'est vraiment des personnes, je ne sais pas comment il faut appeler ça, que je sens. Et puis il y a du masculin, il y a du féminin. Donc là, au début, c'est l'écriture même, hein, le travail de l'écriture, ça aide beaucoup pour dessiner plus précisément les choses. Au début, le jeu, c'est uniquement elle quand elle parle. Je dis je, quand je dis je, c'est la femme qui parle. Et pour l'homme, je dis il, comme si je le voyais de plus loin, et alors je le regarde et je dis il fait ceci, il fait cela. Et puis dans le passage que vous a lu Bruno, ça y est, l'homme a pris un jeu aussi. C'est-à-dire qu'il s'adresse intérieurement à la femme, et puis à la fin, ils vont pouvoir se parler l'un à l'autre. Tout ça, c'est toujours pareil, c'est pas une intention de départ, c'est que c'est comme ça que ça se donne. Et puis petit à petit, du coup, il se dessine. Et par exemple, les visions de l'homme, le fait qu'un jour, il a vu quelqu'un écrire dans la poussière. Ça, c'est quelque chose qui me revient très très souvent. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est une image que j'ai comme ça d'un homme qui écrit avec... je ne sais pas, quelque chose, du roseau, du bois, je ne sais pas ce que c'est, mais qui écrit dans la poussière. Et c'est extrêmement vivant, cette image, pour moi, et elle est très présente souvent. Voilà, je ne sais pas. Elle est quasiment à l'origine du livre. Oui, je n'ai jamais vu personne écrire dans la poussière particulièrement, mais n'empêche que voilà, ça existe à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment. C'est l'imaginaire. Voilà. Donc,
Oui, alors, je travaille. en plus, c'est dans le désert que sont nés tous les grands monothéismes de l'histoire. Hein. Il y a quelque chose de presque religieux, mais au sens fort du terme. C'est c'est cette écriture dans le sable qui tisse le lien, qui relie les deux personnages. Oui, 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 il y en a une qui sait ce qu'elle fait quand elle trace, et l'autre qui ne sait pas, mais qui appréhende le mystère. Il appréhende le mystère de l'écriture. Et il y en a une, la femme qui est dans la verticalité du texte. Oui. Assez spontanément, les textes où il est question d'elle sont vraiment des textes verticaux. C'est vrai. Vous êtes un peu Oui. loin pour vous en rendre compte, mais et lorsqu'il est question de l'homme, curieusement, l'horizontalité arrive. Oui. On est davantage plus proche de la prose. Oui, par exemple. Il est plus prosaïque aussi, peut-être. Voilà, c'est une écriture plus narrative, on pourrait dire aussi. Hein. On est plus dans ce qu'on appellerait le roman, dans quelque chose qu'on raconte, alors que quand c'est elle, on est plus dans des sortes de visions comme ça, de questionnements très abrupts, très, très liminaires, toujours. Là, on est toujours sur le seuil de quelque chose avec elle, et avec lui, on essaie d'avancer quand même et de tracer des choses avec ses pieds, finalement, avec les pas. Oui, c'est vrai que quand à un moment, tu m'avais éveillée là-dessus, quand on a travaillé ensemble, vous voyez, elle, c'est vrai que c'est beaucoup plus vertical, et j'avais dit, mais oui, tu as raison, c'est vrai. Et du coup, ça me donnait une confirmation dans le fait que je pouvais y aller. Quelquefois, on n'ose pas aller jusqu'au bout de ce qu'on sent dans l'écriture. C'est ça aussi le rôle d'un bon éditeur. C'est que lui, il sent où vous êtes, là où vous n'osez pas encore aller, et quelque part, il vous ouvre une porte en disant mais dans le fond, voilà ce que tu m'avais dit, elle est dans le vertical. Et du coup, on l'entend, dit par quelqu'un d'autre, ça fait un autre effet, et on se dit, bah oui, et on y va encore plus. Et ça nous autorise quelque chose. Ça aussi, c'est le travail de l'éditeur. Il y a de l'accouchement dans le travail de l'éditeur aussi. C'est quelqu'un qui arrive à vous suivre, à sentir là où vous n'osez peut-être pas encore aller complètement, et puis à prendre le risque de dire, mais et si on y allait ? Et ça, c'était très intéressant dans le retravail. Moi, ça m'a permis d'aller plus loin. Alors, il y a deux écritures sensiblement différentes, mais en même temps, il y a une porosité entre le masculin et le féminin. Et dans le passage que j'ai lu, il y a l'émergence du je chez l'homme, mais en même temps, sa part de féminité s'exprime aussi. On le sent très bien. Ça passe par l'empathie peut-être qu'il a pour elle, par le désir de protection, par le fait de mettre ses pas dans les siens, de la regarder danser. Oui, d'éveiller la danse aussi à l'intérieur de lui-même. Il y a tout ça. En fait, il y a ce qui les relie, c'est ce qui fait d'eux, qu'ils soient hommes ou femmes, des êtres humains. Il y a cette appartenance à la grande humanité, dont on fait partie, qu'on soit homme ou femme. Et il y a ça qui les réunit. Et c'est toujours ce rapport très, très tendu entre la langue et la chair, la langue et le corps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans le roman Ceux qui partent, que je retravaillais ce matin, il y a tellement ça aussi qui est tellement important. Le corps, il est à lui-même aussi une forme d'écriture. Oui, et la transformation des personnages est très forte. Pour elle, il y a une émancipation par l'écriture, par le livre. On a déchiré son livre, alors peut-être la seule possibilité pour elle est-ce d'en écrire un autre ? Non ? On ne sait pas. Tu ne diras rien. Non, on ne sait pas parce qu'à un moment, elle jette les morceaux du livre parce que, peut-être parce que maintenant elle comprend qu'elle porte en elle les signes et que peu importe qu'on ait déchiré son livre, parce que des livres, il y en aura d'autres. Voilà.
Donc, quelque part, la liberté qu'elle a, on ne pourra pas la lui enlever. Parce que c'était ça, quand même, déchirer son livre. C'est lui enlever cette liberté, ce point d'appui dans lequel elle trouvait force, y compris pour être différente des autres femmes du village. Oui, c'est aussi un livre sur la condition des femmes. Oh, allez. Oui, il y a de ça. Il y a quand même le fait que, oui, quand on est une femme, on est assigné à certaines choses. Et alors, il y a des pays du monde où on l'est encore plus, mais, ne cherchons pas trop loin ce qui est à notre porte. Un peu partout, il y a toujours aussi cette idée que, voilà, ce corps de femme, il est fait pour porter les enfants, pour s'en occuper, et sa première joie et son premier bonheur est là. Au Salon du Livre de Paris, je vais faire une flânerie littéraire avec une dizaine de textes et j'ai prévu d'aller lire des extraits de L'Exil n'a pas d'ombre sur le stand des éditions Actes Sud. Mais j'aurais peut-être mieux fait d'aller sur le pavillon de l'Arabie Saoudite. Parce que finalement, le livre, c'est plus important que... Ça va. Voilà. C'est plus important que Ah oui. l'accès au permis de conduire pour les femmes, non? Ben, il me semble. Voilà. Tu vois, tout ça parle de ça aussi. Oui. Tout ça est tellement illusoire. Mais il y a vraiment des femmes dans le monde qui ont ce courage formidable de se battre là où c'est difficile. Moi, c'est facile, hein, quand même. Là où je suis en France, c'est facile voilà, ne serait-ce que de publier. Je suis pas obligée de prendre un autre nom. Je peux y aller, quoi. Mais oui. Alors que non, il y a des camarades d'écriture qui sont bien obligés de faire ça sous le manteau, comme on dit, sous le string. Il faut travailler. Est-ce que, ce sera ma dernière question, le titre est étrange, L'exil n'a pas d'ombre. On comprend et on ne comprend pas. Et à mesure que, là je le vois, et comme je n'ai pas mes lunettes, les mots sont troublés, et je vois exil, l'exil de l'homme, c'est l'homme qui, c'est ex-il. Il cesse d'être il pour entrer dans autre chose, mais tu l'as quasiment dit. L'homme accède à quelque chose d'autre qui n'est plus simplement le masculin, mais qui est la nature humaine. Et ça passe par le fait de suivre cette silhouette féminine, d'épouser les contours de sa vie, de la comprendre, d'être en empathie sans chercher ni à brusquer son intimité, ni à faire quoi que ce soit. Oui, puisqu'il y a un moment dans le texte où, en fait, pendant qu'elle dort la nuit, il appose ses mains tout autour de son corps. Il fait comme ça un tracé des limites de son corps, et elle va trouver au matin ses mains dans le sable, tout autour, qui l'ont quelque part bordé pendant la nuit. Mais c'est vrai que c'est une façon aussi d'épouser ce corps. Ah ben oui, tu vois, je fais les... Voilà. Il y a de ça, effectivement. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose. Il y a plus longtemps, j'ai un texte à la maison que j'avais écrit sur la presqu'île de Julien Gracq, qui est un auteur qui n'est pas loin. Hein. Et dans cette presqu'île, je m'étais justement amusée à dire la presqu'île, c'est peut-être elle. Si c'est presque il, c'est que c'est elle. Et c'est cet homme qui va attendre cette femme, qui doit venir par le train, et comme elle n'est pas là, au premier train, il va faire le tour de la presqu'île, et il y a tout ce temps je sais pas, d'errance, d'attente, etc. Et puis quand arrive l'heure, en fait, du train où forcément elle doit se trouver, le désir de l'attendre est passé. Voilà. Et moi, j'ai adoré ce texte-là, je l'ai trouvé mais lumineux. Et il y a quelque chose comme ça, où tout d'un coup, il a dépassé quelque chose, il n'est plus dans l'attente de elle, cette femme, parce que il a fait le tour de la presqu'île, notre nom est une île, et il est entré dans autre chose, il est entré dans
par une autre porte dans l'humanité, peut-être, que celle de l'amour sexué, il, elle, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais lu, et du coup, j'avais écrit un texte là-dessus, qui est chez moi, que je n'ai pas montré. Ça fait partie des choses qui sont à la maison. Voilà. Merci, Merci Jeanne, à pour toi, merci à vous de votre écoute ce moment chaleureuse. riche.